Alors entrons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble l'une des machines les plus extrêmes jamais construites par l'homme. Le tokamak supraconducteur avancé expérimental, ou plus simplement IST. Si vous suivez les avancées sur la fusion nucléaire contrôlée, vous savez que l'enjeu exige une rigueur absolue. On va donc analyser très précisément les mécanismes et les contraintes physiques invraisemblables qui permettent à ce dispositif de repousser les limites de la science des plasmas. Pour ça, on va suivre une progression logique. On va commencer par le défi fondamental du confinement, puis on regardera l'architecture d'IST et la façon dont on contrôle son plasma. Ensuite, on passera en revue ses records expérimentaux, son rôle crucial dans la recherche mondiale, et on finira sur le mur auquel on se heurte encore aujourd'hui, les défis liés aux matériaux. Alors, première étape, le défi du confinement. Autrement dit, comment chauffer et surtout contenir une étoile en laboratoire. C'est vraiment la question fondamentale. Comment est-ce qu'on peut confiner en continu un plasma à 150 millions de Kelvin? L'équation d'ingénierie à résoudre, en fait, c'est celle du confinement thermique. Il faut empêcher que l'énergie ne s'échappe trop vite du système. À cette échelle thermique, on parle d'environ 13 kV, une unité d'énergie utilisée en physique des plasmas pour décrire l'agitation des particules. Et à ces températures, aucun matériau solide connu ne peut survivre au contact direct. Tout serait instantanément vaporisé. Le plasma doit donc léviter dans le vide, confiné uniquement par des forces électromagnétiques, c'est-à-dire des champs magnétiques extrêmement puissants qui guident les particules chargées. Et ce qui complexifie terriblement cette équation, c'est ce qu'on appelle la limite de densité empirique. La puissance thermonucléaire est proportionnelle au carré de la densité du combustible. Donc mathématiquement, on est forcé de vouloir augmenter cette densité. Le problème, c'est qu'il existe un seuil expérimental dans les tokamaks conventionnels. Si on dépasse cette limite, le plasma devient instable. Ces instabilités peuvent provoquer des disruptions, c'est-à-dire des ruptures brutales du confinement magnétique, capables d'endommager sérieusement la machine. Alors on passe à la partie 2, l'architecture du tokamak IST. Voyons maintenant comment on construit cette fameuse cage magnétique. Alors pour faire face à ces contraintes de chaleur et de densité, les instituts de physique des plasmas de Hefei ont conçu IST comme une machine hautement spécialisée. Opérationnel depuis 2006, IST n'est pas un simple tokamak classique. Il possède une section transversale non circulaire très optimisée avec un rayon majeur d'environ 1,85 m. Cette géométrie, qui peut paraître abstraite, est en réalité calculée pour améliorer la stabilité magnéto-hydrodynamique du plasma, c'est-à-dire son comportement global sous l'effet des champs magnétiques et des courants internes. Mais la vraie innovation de rupture d'IST, c'est son système magnétique. C'est le premier tokamak au monde à utiliser exclusivement des aimants supraconducteurs, à la fois toroïdaux et poloïdaux. Alors concrètement, ces aimants sont fabriqués à partir d'un alliage de niobium-titane, un matériau qui devient supraconducteur à très basse température, ce qui permet de transporter des courants énormes sans perte électrique. Cela permet de générer un champ magnétique d'environ 3,5 Tesla sans effet Joule, donc sans dissipation d'énergie sous forme de chaleur. On retrouve 16 bobines en forme de D et 14 bobines circulaires qui ensemble créent une cage magnétique tridimensionnelle extrêmement stable. Et là, il faut bien réaliser l'échelle extrême des températures. Pour maintenir les aimants dans leur état supraconducteur malgré les forces électromagnétiques gigantesques, il faut refroidir environ 194 tonnes de structure à seulement 3,8 Kelvin grâce à de l'hélium supercritique. Autrement dit, on fait coexister dans la même machine un système à moins 269 degrés Celsius et un plasma à 150 millions de degrés. C'est un gradient thermique totalement hors norme. Alors passons à notre section 3, la physique et le contrôle du plasma.
Parce que créer un champ magnétique, ce n'est qu'une première étape. Le vrai défi, c'est de contrôler activement le plasma. Lors des phases de démarrage du plasma, souvent très instable au début, les équipes combinent plusieurs techniques, un contrôle extrêmement fin de la pression du gaz initial et le chauffage par résonance cyclotronique électronique. ECRH. Cette méthode consiste à envoyer des micro-ondes calibrées pour chauffer directement les électrons du plasma, un peu comme une cuisson ciblée de particules chargées. Cette combinaison permet de réduire les interactions entre le plasma et les parois, ce qui est crucial, car chaque contact avec la paroi introduit des impuretés métalliques. Ces impuretés rayonnent de l'énergie et refroidissent brutalement le plasma, ce qui peut interrompre la réaction. Et c'est là que devient intéressante la physique moderne du confinement avancé. HIST a permis d'explorer des régimes dits sans limite de densité apparente, où le plasma reste stable même à des densités auparavant considérées comme critiques. Cela repose sur des modèles d'interaction plasma-paroi très fins. On parle ici d'un équilibre dynamique entre l'érosion des matériaux et le comportement du bord du plasma. Autrement dit, la frontière entre le plasma et la paroi n'est plus une simple barrière, mais une zone active d'échange contrôlé. Alors passons à la section 4, les performances et les records. Si on regarde l'évolution des performances d'HIST, les résultats sont impressionnants. On passe d'un premier plasma de quelques secondes en 2006 à environ 100 secondes à 50 millions de degrés en 2017, puis à 1056 secondes en 2021 à environ 70 millions de degrés, et en 2023, la machine atteint plus de 400 secondes en mode H, c'est-à-dire un régime de haut confinement énergétique où le plasma devient beaucoup plus efficace pour retenir son énergie. Ce qui est important ici, ce n'est pas seulement la durée, mais la stabilité du système sur de longues périodes. Cela montre que les techniques de contrôle en temps réel fonctionnent. Un point crucial de la décharge record de 2021, environ 1,7 gigajoules d'énergie ont été injectés et gérés sur plus de 1000 secondes. Pour donner une intuition, c'est l'équivalent d'une puissance moyenne de l'ordre du mégawatt maintenu de façon extrêmement stable. Autre élément fondamental, ce plasma était entièrement non inductif. Cela signifie que le courant interne n'est pas poussé par une variation externe classique, mais maintenu par des ondes radiofréquences. C'est indispensable pour envisager un réacteur de fusion continue. Alors ça nous amène à notre section 5, le rôle dans la recherche mondiale. HIST n'est pas isolé, non. Il agit comme une plateforme de validation pour les grands projets internationaux, notamment ITER, sur lequel je ferai peut-être prochainement une vidéo d'ailleurs. Les données produites servent à tester des choix technologiques majeurs, supraconductivité à grande échelle, contrôle non inductif du courant plasma et système de diagnostic en temps réel pour anticiper les disruptions. En d'autres termes, HIST fonctionne comme un prototype avancé à l'échelle expérimentale des futurs réacteurs de fusion. Alors notre section 6 maintenant, les défis des matériaux. Malgré ces avancées, un obstacle reste majeur, les matériaux. Le point le plus critique est le divertor, situé en bas de la machine. C'est là que s'échappent les particules et la chaleur excédentaire du plasma. Cette zone subit des flux thermiques extrêmes, entre 10 et 20 MW par mètre carré. À titre de comparaison, c'est bien au-delà de ce que peut supporter une structure industrielle classique. Le problème est mécanique et thermique à la fois. Le tungstène en surface et le cuivre en dessous n'ont pas la même dilatation thermique, ce qui crée des contraintes internes très importantes. Cela peut provoquer des fissures, érosion et la fusion locale. Pour atténuer cela, les chercheurs injectent des gaz comme le néon ou le deutérium. Cela permet de créer un coussin de plasma refroidi près des parois. On appelle cela un détachement partiel du divertor. Une grande partie de l'énergie est dissipée sous forme de rayonnement avant même d'atteindre la paroi. Mais cette solution n'est pas parfaite. Elle peut aussi réduire légèrement les performances globales du confinement et son optimisation reste un sujet de recherche actif. Alors la conclusion de tout ça, cela soulève une question fondamentale. Quels matériaux seront capables de survivre à un tel réacteur de fusion commercial ?
HIST démontre clairement que le confinement magnétique prolongé et les régimes à haute densité sont physiquement possibles, mais la véritable limite n'est plus seulement physique, elle devient désormais matérielle. L'ingénierie saura-t-elle rattraper la physique dans ce domaine? C'est l'un des grands défis scientifiques de notre époque et probablement l'un des plus importants pour l'avenir énergétique mondial. Alors si cette exploration vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça va beaucoup nous aider. Ainsi, vous ne manquerez plus rien des prochaines vidéos sur la physique extrême et les technologies du futur. À bientôt!